RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 29 janvier. Ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce journal en français facile. Avec à la une aujourd'hui, pourquoi le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont-ils décidé de quitter la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Pierre Firsion nous éclaire sur ce sujet dans un instant. L'actualité en France et les agriculteurs qui maintiennent la pression sur le gouvernement, avec notamment de nombreux blocages d'autoroutes autour de Paris. Et puis enfin, l'UNRWA dans la tourmente, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente depuis l'annonce de la séparation de plusieurs employés impliqués dans l'attaque du 7 octobre dernier. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. 3 pays africains à la une de cette édition, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils ont tous les 3 décidé de quitter la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui était composée de 15 pays. Mais depuis hier, les régimes militaires du Mali, du Burkina et du Niger, issus de coups d'État, ayant pris donc le pouvoir par la force, ont choisi de claquer la porte de la CEDEAO avec effet immédiat, disent ces 3 pays. Pierre Firsion, bonjour. Bonjour Adrien. Cette annonce intervient après des mois de tensions entre ces 3 pays, rassemblés au sein d'une alliance des États du Sahel et puis la CEDEAO. Oui, la rumeur d'un tel départ avait déjà agité le microcosme politique ouest-africain en décembre, avant le dernier sommet de l'organisation sous-régionale. Déjà très forte à l'époque, les tensions se sont accentuées ces dernières semaines entre la CEDEAO et le Niger, le dernier chapitre étant l'échec jeudi d'une mission à Niamey de l'organisation sous-régionale. Après le coup d'État de juillet dernier, la CEDEAO a durement sanctionné le pays, comme elle l'avait fait pour le Mali en 2020, suite là aussi au renversement du pouvoir par les militaires. Cet été, elle avait même menacé les putschistes nigériens d'un recours à la force. Les 3 pays ont tour à tour été suspendus des instances de la CEDEAO. Alors, depuis des mois à présent, Pierre Firsion, c'est un véritable dialogue de sourds. Ils ne communiquent pas entre Bamako, Ouagadougou, Niamey et la CEDEAO. Oui, un dialogue de sourds à la fois au sujet des sanctions, de la lutte contre le terrorisme et du retour au pouvoir des civils. Pour les 3 juntes, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations. C'est ce qu'elles écrivent dans un communiqué conjoint diffusé dimanche soir. La rupture est donc consommée. On notera que cette annonce intervient non seulement au retour d'une tournée diplomatique du Premier ministre nigérien Lamine Zeine, tournée dont l'étape principale était Moscou, mais aussi après la livraison gratuite par la Russie de 25 000 tonnes de blé au Mali et au Burkina Faso. Merci Pierre Firsion. Dans votre journal en français facile, l'actualité sur le continent africain et ces affrontements meurtriers entre les 2 Soudans. Au moins 54 morts dans une région disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Il s'agit de la région d'Abyei, située à la frontière entre les 2 pays. 2 ethnies se sont affrontées ce week-end d'après l'ONU. 52 civils et 2 casques bleus ont perdu la vie, tandis que 64 autres personnes seraient grièvement blessées d'après les services de l'ONU. RFI à Paris, 17h05. Le journal en français facile. L'objectif est de faire pression sur le gouvernement, disent les agriculteurs français qui manifestent en ce moment. Environ 800 tracteurs bloquent les arrivées sur Paris. Les premières annonces du Premier ministre Gabriel Attal ne suffisent pas apparemment à calmer la colère du monde paysan. Thibaut Flamand est agriculteur. Il est venu à bord de sa betteravière. C'est une gigantesque machine censée ramasser les betteraves. Alors aujourd'hui, sa machine ne roule
roule pas sur la terre des champs, mais bien sur le bitume de l'autoroute A4. Avec une 60aine de tracteurs, ils empêchent la circulation entre Paris et Strasbourg, car même si Gabriel Attal a décidé d'abandonner l'augmentation de la taxe sur le GNR, le gazole non routier, pour Thibaut Flamand au micro de Nathanaël Vitran, cela ne suffit pas. Aujourd'hui, oui, il a apporté des solutions au niveau du GNR, mais non, le problème de la betterave aujourd'hui, c'est les pesticides, avec les néocotinoïdes qui ont été interdits et qu'en Allemagne, ils ont le droit de pulvériser, et nous en France, on n'a pas le droit, même en pulvérisation, donc ça n'avance pas. En fait, aujourd'hui, il faut que le mouvement il aille à fond, quoi. Faut qu'il aille au bout, de toute façon. Et puis on va rester jusqu'à temps qu'on ait des solutions apportées par notre cher gouvernement. Vous êtes venu équipé ? Ah oui, il y a des groupes électrogènes, il y a de la paille pour dormir dans les bennes. Non, il y a de quoi faire. Ah, vous allez dormir dans les bennes carrément ? Ah bah oui, j'ai amené un camion avec une benne céréalière, on va installer de la paille que j'ai amenée et on va dormir. Le gouvernement français espère encore désamorcer la fronde agricole. Les deux principaux syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, sont invités à la table du Premier ministre dans moins d'une heure à Paris. En attendant, les agriculteurs français mobilisés visent un point névralgique pour espérer se faire entendre. Ce point est le marché de Rungis, au sud de Paris, un site très symbolique pour le fonctionnement du pays. C'est là que de nombreux agriculteurs écoulent leur production pour nourrir une bonne partie des habitants de la région parisienne. Alors, preuve de son importance, c'est aussi le plus grand marché de produits agricoles au monde. Stéphane Geneste, bonjour. Bonjour Adrien. Un lieu hautement important pour une bonne partie du pays. Alors Adrien, Rungis, c'est d'abord des chiffres plus impressionnants les uns que les autres. 234 hectares de superficie, c'est l'équivalent d'une ville dans la ville. 3 millions de tonnes de marchandises qui y transitent par an, dont plus de la moitié de produits alimentaires ou encore un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros. Je ne vais pas vous assommer avec plus de chiffres, mais voilà pour les grandes lignes de ce mastodonte sans égal dans le monde. Et si Rungis est l'objectif des agriculteurs, c'est tout simplement parce que c'est le marché central de la capitale, de sa banlieue, des départements limitrophes juste à côté, mais aussi de l'Europe. Concrètement, presque tout ce que l'on trouve sur les étals des primeurs, des bouchers, des poissonniers ou encore à la carte des restaurants de la région parisienne, c'est passé par Rungis. Et pour ce faire, les marchandises arrivent chaque jour par centaines de camions, mais aussi par train ou par avion affrétés jusqu'au hangar. Une mécanique et une logistique bien rodées qui nourrissent, tenez-vous bien, 18 millions d'habitants, un peu moins d'un Français sur 3, d'où l'enjeu essentiel qu'est ce lieu devenu une institution. Stéphane Geneste. Et puis enfin, l'actualité nous amène à présent en Palestine. L'UNRWA dans la tourmente, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza a annoncé s'être séparée de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre dernier. De nombreux pays ont décidé de suspendre leur financement, ce qui met en péril l'existence même de l'agence. Alice Froussard. À l'entrée du camp de réfugiés de Kalandia, on aperçoit les écoles bleues et blanches de l'UNRWA et les drapeaux de l'ONU. Depuis vendredi, l'annonce est dans toutes les conversations et fait l'effet d'une douche froide, explique Mohamed, réfugié palestinien de 25 ans. Nous sommes déjà sous occupation israélienne depuis 1948 car nous avons été déplacés de nos maisons. Alors nos ancêtres sont venus dans ces camps. Mais petit à petit, sans évolution, ce camp est finalement devenu notre maison. Il le précise ici, l'UNRWA s'occupe de l'éducation, du système de santé, de l'aide d'urgence, parfois des infrastructures. Elle a des défauts, mais elle est un pilier. Pour Khaled, la cinquantaine, l'arrêt du financement de l'agence n'est rien d'autre qu'une punition collective. Les pays occidentaux se rendent complices, estime-t-il, des violations israéliennes envers les Palestiniens. Les Américains en font trop avec le soutien à Israël. Les pays occidentaux aussi. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, ils sont tous contre nous. Mais pourquoi ? Nous sommes moins que des humains. Ici, c'est mon pays. Nous vivrons ici et nos enfants aussi vivront ici. Car l'UNRWA a déjà du mal à boucler son budget de fonctionnement habituel. Et lors des crises humanitaires comme celle actuellement à Gaza, son existence pourrait être directement menacée. Si cette agence des Nations Unies en charge des réfugiés vient à disparaître, il n'y aurait plus de droit au retour possible pour les Palestiniens. Et conclut Khaled, Benyamin Netanyahou le sait très bien.
Alice Froussard, de retour du camp de réfugiés de Kalandia, RFI. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.